La crise sanitaire du coronavirus est un moment de trêve politique au Togo, pas vraiment au niveau du Parti démocratique panafricain. On continue de mener bon train les activités sur le terrain social, mais également sur d'autres terrains que nous allons évoquer avec notre invité, le président du PDP en personne, le député Innocent Kagwara. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Samuel. Merci d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie. On va faire avec vous le tour d'horizon d'un certain nombre de sujets d'actualité, mais je m'en voudrais de ne pas commencer par l'actualité politicienne du moment qui concerne le décès d'un ancien mentor, un dinosaure même de la vie politique togolaise. C'est Maître Yahovi Madji Agboibo qui est décédé le samedi dernier. Vous lui avez rendu un hommage à travers un tweet. Vous pensez que ce personnage est d'une dimension immense, politiquement, je veux dire? Je pense que tous les Togolais seront d'accord pour dire que c'est une perte immense pour le peuple togolais, parce que d'aucuns diront que c'est l'un des pères de la démocratie togolaise. Oui. Et vous savez le rôle que Maître Agboibo a joué dans la démocratisation de notre pays. Quand nous avons les premières libertés, c'est à travers son initiative, ses mouvements. Donc, il fallait qu'on lui rende un hommage. C'est dommage que la même année que nous perdions deux personnalités politiques, deux anciens premiers ministres. Maître Agboibo, je dirais que certains n'ont pas compris sa stratégie, mais il faut dire que ce monsieur nous a permis quand même d'atteindre un certain niveau, même s'il n'a pas pu nous amener à la terre promise, mais il nous a permis d'atteindre un certain niveau et puis d'avoir des acquis sur le plan politique. Est-ce que Maître Yahovi Madji Agboibo, pour vous, représente quelque chose? Je veux dire, vous êtes aussi en politique aujourd'hui. Est-ce qu'il a laissé des traces que vous pensez que la jeune génération de politique peut suivre? Oui, c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle et l'évolution de notre pays. Vous savez, c'est ce que je disais. Il y a peut-être beaucoup qui n'ont pas compris son combat. Mais je pense que sa volonté, c'était véritablement d'assurer l'alternance pour que nous puissions vivre une ère démocratique. Mais son combat n'a pas été compris par certains, parce qu'en matière politique, il n'y a rien de... Tout est dynamique, hein. C'est pas statique comme ça, parce que vous êtes obligé de faire des compromis. Vous êtes en fonction des discussions que vous avez avec les uns les autres, en fonction du contexte. Vous êtes obligé des fois d'assouplir un peu votre discours. C'est comme ça, hein, c'est le jeu politique. Mais il a fait ce qu'il a pu. Il nous inspire à travers ses discours, à travers ses prises de position et surtout son courage quand il a été enfermé, emprisonné injustement. Vous savez, il est resté digne. Il est resté digne et il nous inspire beaucoup. Vous définiriez Maître Agboibo comme un centriste? Je ne dirais pas un centriste, parce que l'idéologie centriste, nous sommes en train de construire avec le NED notre idéologie. Donc, est-ce que c'était un homme de compromis? Je dirais que c'est un homme de compromis. C'est aussi ça le centrisme? En partie. Centrisme, compromis, humanisme, réalisme et pragmatisme. Mais qui n'a jamais été compris, parce que il y a cette propension au Togo à vouloir être bien aimé des populations en étant dans un radicalisme béat. Aujourd'hui, ça continue encore. Non, est-ce que vous allez appeler ça radicalisme? Vous savez, en politique, on ne peut pas savoir tout de suite qui a raison, qui a tort. Hein. C'est le temps qui vous dira. Hein. Oui, mais ça fait 90 qu'on le fait quand même. Depuis 90 qu'on le fait. Si ça allait payer, ça aurait payé. Non, je ne dirais pas que les gens sont des radicaux. Je dirais qu'ils croient en leurs convictions. Mais peut-être qu'on n'a pas encore le résultat. On n'a pas encore le résultat. Peut-être qu'il faut changer de méthode. C'est ce que nous proposons, cette nouvelle alternative que nous proposons aux Togolais. Être pragmatique. Discuter avec le camp d'en face. Mettre souvent la balle à terre. Par exemple, vous voyez, ce temps de coronavirus, il n'y a pas de centristes, il n'y a pas de radicaux, il n'y a pas de conservateurs. Non, c'est une cause commune. Il faut que nous puissions trouver les solutions pour que notre économie reprenne, hein, que les commerces reprennent, que... voilà, donc ça, est-ce qu'on peut parler d'une telle idéologie, il y a des combats qui doivent nous réunir, en fait. Donc, les radicaux, bon, et puis c'est des gens qui les taxent de radicaux, hein, ils ont juste une idéologie. Et puis, par rapport à Maître Agboibo, est-ce que vous pensez que son héritage va lui survivre? Parce que quand on regarde aussi son parti, on a l'impression qu'il est parti et que le parti va le suivre.
Non, 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 je pense que le CAR a encore de beaux jours. Hein. C'est un parti divisé aujourd'hui. Oui. On ne peut pas doiter directement qui peut prendre la succession d'Agbouibo. C'est pour ça, au niveau de nos partis politiques, vous savez, quand vous avez 40 ans, il y a des combats que vous devez mener. Vous avez 50 ans, il y a d'autres combats. Vous avez 100 ans, il y a d'autres combats. À partir de 110 ans, c'est d'autres combats que vous devez. Et vous devez vous assurer de votre vivant que vous avez préparé la relève. Et puis en plus, ça pose aussi le problème de financement de nos partis politiques. Qui finance le parti? C'est le président. Oui. Un président c'est lui qui sort la caution, 20 millions au Togo. C'est lui qui donne la caution pratiquement. S'il a par exemple une cinquantaine de listes pour une élection locale, c'est lui qui paie la caution, c'est lui qui paie la campagne. Est-ce que nous pouvons continuer sur ce modèle? Il revient à chaque parti politique de répondre à cette question. D'abord, le financement des partis politiques, ça pose un problème. Et il faut féliciter tous les leaders de partis politiques qui, des fois, se ruinent. Des fois, ils sont même incompris de leur famille. Mais nous n'avons pas la reconnaissance. Quand vous voyez un peu comment nous sommes jetés, comment on met de l'eau propre sur nous. Donc, il y a ce problème-là, et puis il y a un problème de leadership interne quand celui qui incarne vraiment le parti décède ou il part sans préparer la relève. Mais je pense que au niveau du CAR, les gens sont les gens sont dans le compromis. Ils comprennent que s'ils sont divisés, le parti ne survivra pas. Ils le sont déjà. Je pense qu'ils vont trouver un compromis. Non, j'ai bon espoir. Ils vont trouver un compromis pour que l'héritage de Maître Agbouibo, que les gens ne puissent pas conjuguer ça au passé, mais que qu'il pèse, que ce parti continue pas à peser dans le débat. C'est important, c'est important. Vous évoquez tout à l'heure la question même des partis politiques sur le plan financement. Et ça m'amène à faire ce parallèle avec cet incident dont on a parlé qui met au cœur votre parti, le PDP, et son représentant au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Ce qu'on a lu dans la presse dans une certaine presse et sur les réseaux sociaux, c'est que vous, président du parti politique, vous êtes allé en découdre avec votre président, votre représentant au niveau de la CENI dans un atelier, il me semble, à la SAZOF, parce que ce dernier refuse de verser 500 000 francs CFA alors qu'il est payé à 850 000 francs. Innocent Kabara, est-ce que c'est vrai? Non, vous savez, quand vous êtes un homme politique, il faut accepter, les gens diront ce qu'ils veulent, mais bon, c'est juste un tout petit incident. Après, ça veut dire qu'il y a eu incident quand même? Non, c'est pas... je vais vous expliquer. Je ne vais pas rentrer dans le fond parce que entre mon représentant et moi, il n'y a aucun problème, d'accord? Il n'y a aucun problème. Donc les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais bon, ce n'était pas ça la réalité. Vous savez, quand vous avez, vous, monsieur Samuel, d'abord, je ne crois pas, je n'ai jamais reçu 500 000 de qui que ce soit. Et volontairement, les gens veulent contribuer parce que le siège du parti, toutes nos activités, c'est à l'achat du président. Quand quelqu'un est malade, c'est à l'achat du président. Si les gens ont décidé délibérément de contribuer parce qu'ils ont un petit revenu grâce au parti, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que vous n'imposez rien, il n'y a pas un quota? Je n'impose rien. Et quand vous pouvez vous donner, quand vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. Moi, je n'impose rien. Vous pouvez vérifier sur l'ensemble du territoire. Vous pouvez vérifier sur l'ensemble du territoire. Malgré ça, j'ai un programme de dons sur l'ensemble du territoire et sur des préfectures où nous n'avons pas de CELI. Je continue par aider. Donc, je pense que c'est normal. Hein, quand d'abord la personne n'est pas à 850 000, c'est archi faux. Bon, d'après ce que moi j'ai eu comme information, je pense qu'ils sont au-delà d'1 million et je n'ai jamais reçu 500 000 de qui que ce soit. Donc, c'est pas à cause de 500 000, je ne suis pas à 500 000 francs près. Non. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand, supposez, je vous fais une métaphore ou une comparaison et puis vous allez tirer votre conclusion. Quand vous, ici, l'initiateur de cette chaîne, vous avez, par exemple, votre rédacteur en chef ou directeur de publication qui devrait aller, par exemple, à une formation à la maison de TV5, par exemple, vient s'installer ici pour faire des formations. Et puis, on demande au promoteur. Le promoteur dit, bon, je vais envoyer Samuel Niaoui, voilà. Les autres, écoutez, laissez Samuel aller. Tout le monde tombe d'accord. Et vous prenez des engagements que vous ne respectez pas. Un, ça pose problème. Deux, quand on vous cherche, on ne vous trouve jamais. Et que moi, je pense que vous avez une maladie mystique et je pense que vous êtes gravement malade et je vous retrouve fortuitement à un atelier. C'est normal que les gens réagissent comme ça. Et quand ça se passe comme ça, vous remettez la personne à sa place. C'est tout.
Ce que vous voulez nous dire, c'est que vous avez retrouvé votre représentant à l'atelier la dernière fois alors qu'il vous a fait croire qu'il était malade. Vous vous êtes expliqué, c'est tout? Tirez votre conclusion. Il y a aucun problème entre nous. Je pense que non. C'est pas à vous moi savez, de tirer les conclusions, c'est à ceux qui nous regardent actuellement de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux que c'est comme ça que les jeunes partis politiques se comportent. Les présidents sont en train de gruger leurs représentants qui sont dans les différentes institutions pour s'enrichir. Non, c'est archi faux. D'abord, quand vous voyez mon programme ces dernières semaines, même il y a des gens qui sont représentants dans les CELI qui nous ont soutenus à réaliser ce programme. Vous savez, moi, j'ai pas. Vous savez combien je dépense par mois? 500 000. Attends, comment les gens peuvent dire 500 000? Attends, qu'est-ce que je vais faire? Mais ce n'est pas rien non plus. Oui, je sais que ce n'est pas rien. Mais je dis, quand TV5 Monde installe sa maison de formation ici, et que vous, votre chaîne vous envoie, alors qu'il y a votre directeur de publication, il y a d'autres personnes, et que vous prenez un engagement devant ces personnes que vous ne respectez pas, ça pose un problème. Quand vous ne faites pas de compte rendu à celui qui vous a envoyé, ça pose un problème. Quand on cherche à vous voir, on ne vous trouve jamais, ça pose aussi un autre problème. Mais maintenant, quand vous êtes gravement malade, on ne sait par quelle magie on vous retrouve quelque part, de manière fortuite, hein, de manière fortuite, et que vous manquez de respect à votre premier responsable, il vous répond, c'est tout. Ça s'arrête là-bas. Donc, ce n'est pas une affaire de 500 000. Moi, je n'ai pas besoin. Celui qui veut, il contribue au parti. Celui qui ne veut pas, il garde son argent pour lui. Donc, je n'en fais pas un problème. Et son représentant, M. Amou, à la CENI, il n'y a aucun problème. Non, moi, je n'ai aucun problème. Moi, je n'ai aucun problème. Mais je sais qu'il y a des gens qui passeront des coups de fil pour qu'on dise tel sur M. Amou, M. Innocent Kagbara. Mais ce n'est pas grave, hein, c'est la politique. Vous savez, dans ces genres de choses, il faut laisser les basses choses-là mourir de leur propre poison. On n'a pas le temps pour ça. On est en pleine crise sanitaire. On est en train de réfléchir l'après-Covid, comment il faut faire. Avec nos militants, on est en train de voir les stratégies. On n'a pas le temps pour ça. Donc, ce n'est pas un souci, non. Puisque vous évoquez la question de la crise sanitaire, la Covid 2019, qui a secoué le monde entier, qui secoue également le Togo, on voit comment beaucoup de partis politiques sont engagés dans, j'allais dire un peu la résilience des populations face à cette crise. Votre parti également. Aujourd'hui, quel bilan vous tirez des actions que vous avez déjà menées sur le plan social, sensibilisation et autres? Non, le bilan est très positif. Je tiens à tirer chapeau même au président de la République, au Premier ministre et à tout son gouvernement, parce qu'au début, nous avons été un peu sceptiques par rapport aux mesures qui étaient prises. Mais je pense que le Togo s'en sort. Hein. On s'en sort très bien. Et il faut quand même féliciter le gouvernement pour les mesures qui ont été prises au début. C'est vrai que il y avait une certaine restriction de liberté, les gens n'ont pas supporté, mais on a pu maîtriser quand même la crise. Je ne sais pas si on a atteint le pic, mais je pense que notre gestion de la crise a été quand même efficace avec tous ceux qui ont tourné, les différents acteurs, le comité et tous les Togolais qui se sont investis. Mais nous, au niveau du PDP, nous nous sommes engagés à délivrer un message, à faire des propositions au gouvernement. Par exemple, au début, nous, on a suggéré, parce qu'il y avait deux modèles de lutte. Certains pays ont préféré faire tout de suite le confinement, mais ces pays-là, c'est des pays industrialisés qui avaient les moyens de pouvoir confiner leur population. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir confiner notre population. Donc, ce que nous avons suggéré au début, c'est de désinfecter les marchés, c'est d'insister sur un port de masque obligatoire pour tous les citoyens, et de faire en sorte qu'il y ait un système de dépistage. Mais on nous a expliqué qu'il y avait des erreurs. Mais c'est mieux de dépister parce qu'il y a des tests rapides, même s'il y a des soucis par rapport à ces tests. C'est mieux de le faire tout de suite et de laisser l'économie telle qu'elle que de confiner ou de... Parce que vous perdez des points de croissance, vous perdez 100, 200 milliards sur votre budget pour un pays sous-développé. Ça pose un problème. Si vous n'avez pas d'appui budgétaire, comment vous faites après? Donc, ça pose un souci. Mais la gestion de la crise, mais maintenant, ce que nous devons voir, c'est le redémarrage de l'économie. C'est comment faire? Parce que nous avons souvent dit que l'après-crise risque de tuer plus que la crise elle-même. Parce que la fin, ça tue aussi. C'est ce que disent beaucoup de personnes. On considère aujourd'hui que l'Afrique a un peu suivi les signaux alarmistes envoyés, que ce soit par l'OMS, que ce soit par l'ONU, qui disait qu'on aurait des millions de morts. Et tout le monde s'est précipité pour prendre des mesures qui, finalement, vont avoir des répercussions sur l'économie. On aura une crise économique. Je ne dirais pas ça parce que personne ne savait ce que cette crise devait donner. Je pense que nos gouvernements ont bien réagi. Mais ce que nous, on a proposé... on réagit aussi par copie conforme, mais on a fait un peu de suivisme, ce que l'Occident a fait. On a fermé ci, on a fermé ça, on a pris des Togo, on n'a pas confiné, mais le Ghana a confiné. Le Gabon a confiné, l'Afrique du Sud a confiné, mais au Togo, nous, on n'a pas confiné. Donc, nous, on n'a pas fait de suivisme au Togo.
Oui, mais je parle de l'Afrique en général. Finalement, mais la crise économique, ça va être la même dans tous les pays. Vous avez vu, vous voyez la situation aujourd'hui. Oui, mais c'était prévisible. Parce que c'était un problème de santé publique, crise économique, donc il fallait choisir. Donc protéger d'abord sa population, même si ça vous coûte des points de croissance, même si ça vous coûte 200 milliards de votre budget. Donc c'était des décisions à prendre. Donc c'est pas facile pour un dirigeant de prendre cette décision. Et comment on relance l'économie dans ces conditions? Je pense que les techniciens sont à l'œuvre pour... Il y a des pistes, il y a des techniciens qui sont à l'œuvre. Mais moi, ce que je suis en train de voir, c'est la conséquence de cette crise sur le plan socio-économique, Oui. surtout sur le plan social. Parce que les entreprises étaient déjà fragiles. Maintenant, je vois l'hôtel du 2 février, je vois l'hôtel Edaoba. Oui. Chômage technique par ici. Après, peut-être, qu'est-ce qui va s'en suivre? Licenciement économique. Est-ce que les touristes vont revenir? Il y a beaucoup de questions que nous nous posons, que tous les Togolais se posent. Et ces questions sont légitimes. Je suivais en venant tout à l'heure un reportage sur un pays de l'Amérique qui également a souffert énormément. C'est un pays dont le tourisme représente une grande proportion dans l'économie nationale. Et à la fin, je me disais... Est-ce qu'on ne fait pas aussi ces erreurs en disant tourisme et puis on pense tout de suite à ces expatriés qui vont venir, ces Américains, ces Français, ces Belges? On ne fait pas du tourisme domestique, c'est-à-dire encourager celui qui est à Lomé, qui a ses vacances, à aller découvrir d'autres coins du pays, à faire un peu de dépenses et tout. On n'encourage pas ça, tout le monde mise sur l'extérieur. Et aujourd'hui, que c'est coupé, tout s'écroule. Les hôtels s'écroulent, tout s'écroule finalement. Mais nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Tant que nous n'aurons pas une classe moyenne dans nos pays africains, nous ne pourrons pas. Les gens, vous voyez une minorité, peut-être qui a un peu de revenus parce que c'est des hommes d'affaires où ils ont hérité, où ils sont de grands fonctionnaires. Les autres, les gens n'arrivent pas à faire 3 repas. Comment voulez-vous qu'ils aillent prendre une chambre au 2 février ou ils prennent une chambre à l'hôtel Cara? Ça pose la question de créer cette classe moyenne que vous dites. La classe moyenne. Lula a réussi ça. La classe moyenne, c'est le privé. Il ne faut Oui, pas que les gens pensent que c'est les fonctionnaires de l'État. Lula a réussi au Brésil, mais Lula n'avait pas un master, Lula n'avait pas un doctorat, Lula n'était pas un professeur d'université. On a des gens bardés de diplômes qu'on a mis devant nos États, mais on voit le résultat aussi. Mais qui vous parle de master pour pouvoir créer ce que nous sommes en train de nous dire? N'importe qui peut le faire. Il suffit que l'État soit bien organisé, qu'on ait une économie assez structurée, et on peut le faire. On n'y arrive pas. On va y arriver avec la nouvelle génération. Ça fait depuis 60 ans. Oui, non, qu'on nous dit on va y arriver. Attends, un continent qui a traversé l'esclavage, qui a traversé la colonisation, la décolonisation, tout ça là, avec ce qui s'ensuit, c'est normal que nous puissions faire des erreurs. Innocent Kabara, on a eu un pays qui a eu 2 bombes atomiques. On connaît là où ce pays se trouve aujourd'hui. Oui, l'Afrique ne va pas tout le temps dire... Ce que les Américains ont mis là-bas, c'est j'ai connu ça. Ce que les Américains ont mis là-bas, les Français n'ont pas mis ça dans nos pays. Ah oui. Parce qu'il faut de l'argent pour faire développer un pays. Il faut des capitaux. Mais comment on fait pour attirer ces capitaux-là? C'est ce que nous sommes en train de faire avec les points de croissance, avec le doing business. Il faut que le pays soit attractif. Par exemple, au niveau des visas, il faut que nous puissions faire free visa. Les gens viennent, ils rentrent chez vous. C'est ce qu'on fait déjà. C'est pas ceux qui viennent, je ne sais pas combien ils prennent le visa. Samuel, ça prend du Ce que nous payons pour aller chez eux, c'est pas la même chose qu'ils payent pour venir chez nous non plus. Ça dépend de ce que vous voulez. Ça prend du temps. Il y a des pays, nous pouvons leur appliquer la réciprocité. Mais il y a d'autres pays, si nous voulons que les gens viennent chez nous, il faut que nous soyons ouverts. C'est ce que, moi, mon hôtel, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. C'est ce que nous sommes en train de... C'est la voie que le Togo a choisie. C'est ce que nous sommes en train de faire. La création, il faut que nous puissions alléger les conditions de création. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons des réformes sur le plan foncier, nous avons la justice, ça traîne un peu, ça a quelques petites difficultés, mais nous sommes en train de faire. Et sur le plan sécuritaire, quand même, nous sommes très bien logés. Donc, ça, tout cet ensemble réuni permet de créer les conditions d'une bonne croissance et d'attirer les investisseurs dans le pays. C'est ces investisseurs qui viennent rester dans nos grands hôtels, ce n'est pas les nationaux. Vous ne pouvez pas. Vous gagnez combien pour aller prendre une chambre là-bas, pour aller... Non. Donc, aussi bien nous devons favoriser le tourisme local pour la découverte de l'intérieur du pays, pour que les gens puissent connaître leur pays, qu'ils puissent dépenser, parce que ça permet à l'économie de tourner. Mais il faut quand même qu'il y ait des capitaux qui viennent. Et c'est les grandes entreprises qui viennent s'installer, qui ont de grands cadres. Les gens vont venir, ils vont prendre une maison, les enfants iront à l'école, la femme ira au marché, et elle va prendre... C'est ça qui fait que le pays se développe. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous allez au Rwanda, c'est les investisseurs qui vont venir. Ils vont créer de grandes écoles, ils vont créer de grandes entreprises, ils vont créer des usines d'assemblage de tel. Vous allez commencer par vendre Made in Togo. C'est ça qui crée de la croissance, ça crée également une classe moyenne.
Parce que cette classe-là qui travaille dans ces entreprises, ce ne sont pas des gens qui sont à 100, 200 000. C'est des gens qui touchent 500, 600, 800 000. Et eux, ils peuvent commencer par faire du tourisme local. Mais faire revenir ces entreprises et tout, c'est le monde entier finalement qui subit les effets de la crise. On entend par-ci des usines qui ferment dans tel autre pays. Ça va être difficile dans ce contexte-ci de le faire. Nous avons une meilleure résilience par rapport à pas mal de pays européens. Et je pense que cette crise-là est une opportunité également pour les pays africains. Oui, mais c'est ces pays européens que nous voulons qu'ils viennent, leurs entreprises qui délocalisent. Et c'est de ça que je parle. Eux, ils sont déjà en difficulté. Comment ils peuvent délocaliser? Comment ils peuvent amener à investir dans d'autres pays? Non, mais parce que le marché africain, parce qu'il y a les consommateurs, il y a pas mal d'opportunités. Et c'est ici qu'ils pourront faire du chiffre d'affaires. Ils ne pourront plus faire du chiffre d'affaires chez eux. Aux États-Unis, en Europe, ils ne pourront pas. En même temps, est-ce que ce modèle est le meilleur, Innocent Kagbara? Parce que ces gens viennent, ils investissent, ils font du chiffre d'affaires et ils rapatrient les capitaux. Oui, mais ça profite également à l'économie nationale. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, à quelle proportion aussi? C'est ça, hein? Les nationaux n'ont pas les moyens. Prendre nos sous et oui, c'est parce qu'on nous a mis peut-être dans la tête que bon, c'est le meilleur modèle de développement et nous tous nous sommes calqués dessus. De marché. On peut aussi faire la chose de le monde des finances façon, et l'économie du marché, c'est comme ça. Si nous avons choisi une économie libérale, c'est comme ça fonctionne. Pour créer des emplois, il faut dépenser 2, 3, 4, 5 milliards. Est-ce que vous en avez? Non. C'est ceux qui en ont qui doivent venir investir. Pour faire une usine d'assemblage, par exemple, d'ordinateurs, de tel. Attends, combien de Togolais peuvent réaliser ça? Mais je ne parle pas forcément des Européens. Ça peut être des gens qui sont sur le continent africain. Sud-Sud. Oui, ça peut être des Marocains, ça peut être des Tunisiens, ça peut être des Sud-Africains, ça peut être des Nigérians. Donc, mais vous devez créer les meilleures conditions dans votre pays. Parce qu'un homme d'affaires, quand il va, il veut voir où est-ce qu'il peut faire le plus de bénéfices. Où est-ce que la main devrait être moins chère? Où est-ce que les conditions au niveau de la douane, au niveau des taxes, c'est ces calculs-là que les gens font. Et c'est vrai que vous posez ce problème de rapatriement des capitaux. Mais si un investisseur sérieux n'a pas la possibilité de rapatrier ses capitaux, il ne va pas investir chez vous. Mais ça ne sert à rien s'il les rapatrie aussi. Non, il ne va pas tout rapatrier. C'est essentiellement les bénéfices. Oui, c'est peut-être pour aller faire des investissements ailleurs et des fois, c'est réinvesti encore dans l'entreprise. Innocent Kagbara, vous avez dit tantôt que vous inquiétez de l'impact social surtout de cette crise. Et je pense que sur ce plan, vous avez un nouveau projet. C'est lequel? Vous pouvez nous en parler brièvement? Oui. Bon, vous savez, au niveau du PDP, nous avons sillonné les artères de la capitale. Nous avons fait pas mal de quartiers. Nous avons distribué des kits alimentaires d'une valeur comprise entre 7 500 et 10 000. Et nous avons touché 500 familles sur l'ensemble. Maintenant, après, il y a des gens qui continuent par nous appeler pour dire, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas le faire de manière permanente? Et maintenant, nous avons décidé de consacrer la moitié de nos indemnités parlementaires pour aider les personnes qui sont impactées par la pandémie de Covid-19. Donc, nous allons installer un centre, à notre sienne, nous allons installer un centre d'écoute et d'assistance pour ces personnes qui sont impactées. Il suffit que vous puissiez nous appeler, nous vous prenons en charge, nous allons voir un peu. Parce qu'il faut que nous vérifions aussi les informations que vous nous donnez. Donc, par mois, peut-être vous aurez un kit mensuel qui vous permettra. Et c'est pour ça que nous appelons aussi les mécènes et les gens qui veulent bien nous aider à mener à bien ce projet. Donc, nous allons prendre en charge la famille, nous prenons en charge les frais de scolarité des enfants. Nous avons des partenaires qui sont des médecins. Donc, si vous nous contactez que vous ne pouvez pas aller consulter une clinique, nous vous envoyons dans une clinique que nous vous référons et c'est nous qui prenons en charge. À la fin du mois, vous avez un kit alimentaire. La scolarité des enfants, on s'en occupe. Et il y a même un centre d'écoute pour les gens qui ont perdu leur boulot. Vous pouvez venir, on peut vous aider à refaire votre CV et contacter quelques personnes, voir si on peut vous porter assistance. Donc voilà le nouveau centre que nous allons mettre en place et qui sera destiné aux personnes qui ont été impactées par le Covid-19. Le projet s'appelle Amélémiassi. Alors, mais c'est quand même quelque chose qui, moi j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été impactées. Comment vous faites le ciblage des personnes qui sont véritablement dans le besoin? Nous avons une équipe qui fait le travail de terrain. Nous ne pourrons pas tout couvrir. Nous pourrons pas. Dans la première année, c'est nos propres, c'est nos économies, c'est la moitié de nos indemnités. Nous avons des partenaires suisses et français qui veulent bien nous accompagner dans ce projet et qui ont déjà même commencé par nous accompagner. Et je ne sais pas combien de personnes, parce qu'il va falloir que nous puissions évaluer pour voir combien de personnes dans le premier mois, le deuxième, la première année. Mais s'il plaît à Dieu que nous avons les partenaires qui continuent par nous accompagner, c'est quelque chose qui peut être fait dans la durée. Donc il y a une équipe qui cible, qui identifie les personnes, qui va à la recherche de l'information, qui vérifie. Et quand c'est fait, nous pouvons intervenir.
quand vous parlez je sais que c'est des informations que chez nous au Togo, on est un peu frileux à donner, mais quand vous parlez de la moitié des indemnités de députés, ça équivaut à combien? Non, vous pouvez vous renseigner combien un député Je sais togolais. qu'un député gagne 1,3 million. Mais vous êtes président d'une commission et vous êtes logé à une autre enseigne. Oui, mais vous pouvez vous renseigner combien un député gagne. Et puis, quand vous allez vous renseigner, c'est la moitié que je vais consacrer à ça. Vous ciblez combien de personnes de ménage dans le projet? Ça peut aller jusqu'à 50 ménages mensuellement. Mensuellement. Ouais. Et ça va et même le projet, nous allons intervenir pour quelquefois aller assainir les environs un peu de la famille, rénover un peu. C'est un projet qui prend en compte pas mal d'aspects. C'est le parti, c'est ça qu'il pense, c'est pas le président du parti. Non, je le fais pour mon compte, je le fais personnellement, c'est moi qui ai décidé de le faire, ce n'est pas le parti, ce n'est pas un projet lié au parti. C'est un projet Innocent Kabara. C'est un projet et nous avons des partenaires, nous avons des ONG qui nous accompagnent, il y en a 3 ou 4. Oui, parce que quand vous dites nous, moi je pense tout de suite au parti. Non, je le fais en mon nom. Il y a 3 ou 4 ONG qui nous accompagnent, il y a un qui le fait pour la sensibilisation des jeunes filles pour la lutte contre l'excision. Ils sont en Suisse, qui nous accompagnent. Il y a un autre qui nous accompagne, qui est dans l'environnement, et puis un troisième qui nous accompagne pour des questions liées au genre, des questions liées à la pauvreté. Innocent Kabara, on n'a plus beaucoup de temps. On va toucher également un autre aspect, et ça on l'a découvert il y a quelques jours, cette proposition de loi. Il faut dire quand même que l'histoire parlementaire au Togo n'est pas très enrichissante de propositions parlementaires. On a plus de projets de loi. Donc il y a une proposition de loi sur les baux d'habitation. C'est une question qui vous préoccupe? Oui, c'est une question qui me préoccupe. Je ne pourrais pas rentrer dans le fond, mais je viens de déposer ma première proposition de loi. Parce que nous avons été élus pour faire un travail. Et depuis que je suis élu, j'avais une préoccupation par rapport à ce qui se passait un peu dans notre pays. Parce que vous voyez un jeune qui a fini sa formation, il ne peut pas se marier parce qu'il a des problèmes pour payer la caution, il ne peut pas s'installer. C'est des problèmes. Vous avez quelqu'un qui vient, qui vous appelle d'une préfecture qui vous dit « j'ai pas pu payer mon loyer ». Il y a le propriétaire qui est venu décoiffer, enlever les tôles. Bon, ces questions-là doivent être réglées parce que nous ne pouvons pas laisser les populations à la merci des gens. Et puis nous devons aussi faire une loi qui protège aussi les maisonniers. Ça fait en sorte, ça protège également les maisonniers, ça protège les locataires. Comme ça, chacun connaît ses droits. Voilà, donc c'est une question, c'est une réflexion. C'est vrai, nous avons déposé un test, mais je sais qu'il y a d'autres collègues qui sont en train de réfléchir là-dessus. Et puis, on verra ce que ça va donner, parce qu'il ne faut pas oublier que nous faisons partie de la minorité. Oui, mais c'est quand même une question très difficile. Vous l'avez dit, il y a la question des maisonniers qui sont très puissants. C'est eux qui ont construit leur maison, c'est eux qui ont souffert pour les construire. Moi, Dieu merci, j'habite chez moi, je sais ce que c'est que construire une maison. Est-ce qu'on peut régler cette question simplement par un test ? Non, pas forcément. Il y a des choses que nous devons régler en discutant avec les acteurs. Il y a d'autres qui, ça doit passer par... on doit légiférer. Donc, c'est juste une réflexion. Je voulais pousser à une réflexion. Mais je sais qu'il y a les autorités aussi, peut-être, qui vont se saisir de la question. Et on verra ce que ça va donner. C'est juste une réflexion que j'ai voulu lancer pour que nous puissions réfléchir à ça, parce que dans certains pays, ça a déjà été réglé. Oui. On ne peut pas connaître le fond de la proposition, ce que ça contient. Non. Un dernier mot. Oh, c'est moi qui vous remercie. Vous savez, le départ de ces 2 anciens premiers ministres, les gens qui ont rêvé à ce que nous puissions avoir l'alternance, je pense qu'au niveau de l'opposition, nous devons nous donner la main pour réfléchir aux meilleures stratégies afin de pouvoir arracher l'alternance en 2025. Et pour tous ceux qui ont été impactés par le Covid, je souhaite que nous puissions nous relever et que cette crise puisse être une opportunité pour créer des entreprises, parce que nous allons soutenir dans les jours à venir la création des startups. Je vous remercie. Merci beaucoup, Innocent Kabara, président du Parti démocratique panafricain, député donc du parti au Parlement. On va observer la pause et on revient après le journal pour Regard croisé.